Alors, bonjour à tous, je vais vous présenter une partie de mes travaux de thèse que j'ai pu réaliser au sein du laboratoire Labéo et de l'équipe Biotargène de l'Université de Caen, sous la direction du docteur Stéphane Prounost. Et ma présentation s'intitule Traitement au valganciclovir des infections à herpès virus équin. Alors, ma présentation sera classique avec tout d'abord la présentation des objectifs, des méthodes, puis les résultats, et enfin je finirai par les conclusions et les applications pratiques. Alors, donc je vais vous parler de l'herpès virus équin 1, qui est l'un des deux virus connus pour induire la rhinopneumonie équine. Donc il s'agit d'un virus enveloppé qui est constitué d'un ADN double brin linéaire. Et ce virus est ubiquitaire et on le retrouve partout dans le monde, comme vous pouvez le voir sur la carte à gauche, avec les pays en bleu, que sont les pays qui ont déclaré des cas d'infection à herpès virus équin en 2019. Par ailleurs, ce virus a fait une crise en tout début d'année au niveau européen, qui a débarré en Espagne à Valence, et de nombreux foyers à herpès virus équin1 ont été déclarés en France suite à cela. Donc la transmission de ce virus entre les chevaux se fait par voie horizontale et aussi par voie verticale de la mère au fœtus. Et ce virus peut induire trois formes de la maladie. Donc tout d'abord, lorsqu'un cheval se trouve infecté, le virus se réplique au niveau du tractus respiratoire supérieur, induisant la forme dite respiratoire de la maladie, qui se caractérise par de la fièvre, de la toux et du jetage nasal. Mais ces symptômes passent souvent inaperçus chez les chevaux adultes. Suite à cela, une phase de virémie, c'est-à-dire que le virus peut rentrer dans la circulation sanguine, est mise en place, ce qui induit les formes dites secondaires de la maladie, qui se caractérisent par tout d'abord une forme abortive, où l'on peut voir des avortements et une mort néonatale du poulain. Mais le virus peut aussi atteindre le système nerveux central des chevaux infectés, induisant la myéloencéphalopathie herpétique équine, qui se traduit par soit une simple incontinence urinaire ou de simples troubles de la locomotion, pouvant aller jusqu'à une paralysie totale de l'animal. Et lorsqu'un cheval est infecté par ce virus et présente des troubles, des signes cliniques de myéloencéphalopathie, il est important de les maintenir debout, car des chevaux qui se couchent ne se relèvent pas dans plus de 50% des cas et sont alors euthanasiés. Par ailleurs, ce virus est connu pour être la première cause d'avortement infectieux en France. Donc bien sûr, pour lutter contre ce virus, différents vaccins ont été développés, dont 2 sont actuellement commercialisés en France. Ces vaccins sont capables de réduire les troubles respiratoires et la dissémination des virus. Cependant, ils ont de faibles effets contre les avortements et n'ont pas d'effet démontré contre les troubles nerveux. Par ailleurs, contrairement à la grippe équine, la couverture vaccinale est insuffisante pour avoir une bonne coprotection collective. Face à ces problématiques, l'intérêt d'utiliser des molécules antivirales est en plein essor. Cependant, l'arsenal thérapeutique est très limité et aucune molécule ne possède d'autorisation de mise sur le marché en santé équine. Et à l'heure actuelle, donc avant mes travaux de thèse, seule une douzaine de molécules ont été testées in vitro contre ce virus. Et la molécule la plus étudiée est l'aciclovir, avec sa prodrogue qui est administrée par voie orale, le valaciclovir. Donc différentes études terrain ont évalué cette molécule et 2 études expérimentales également. Cependant, nous ne pouvons pas conclure sur une réelle efficacité de ce traitement. Et c'est face à l'ensemble de ces problématiques qu'a vu le jour mon projet de thèse qui visait à développer une nouvelle stratégie thérapeutique contre la rhinopneumonie équine, donc contre l'herpès virus équin1. Et lors de mes travaux de thèse, j'ai déjà fait des premiers travaux in vitro, donc en laboratoire, durant lesquels j'ai criblé presque 3000 molécules, ce qui nous a permis d'identifier 21 candidats et 8 molécules fortement efficaces in vitro contre l'herpès virus équin. Et parmi ces molécules, nous avons le valganciclovir, qui elle est la prodrogue du ganciclovir et qui est administrée par voie orale. Cette molécule a tout d'abord montré in vitro, donc en conditions de laboratoire, une efficacité nettement supérieure à l'aciclovir, et ce, quelle que soit la technologie utilisée. Par ailleurs, parmi nos 8 candidats, il s'agissait de la seule molécule qui a fait l'objet d'études in vivo, donc d'une étude pharmacocinétique, où nous avons pu voir que cette molécule présentait une très bonne biodisponibilité lorsqu'elle était administrée par voie orale. Et l'ensemble de ces résultats nous ont mené à mettre en place une infection expérimentale en partenariat avec la plateforme d'infectiologie expérimentale de l'INRA de Nouzilly, donc en accord avec un comité d'éthique,
durant lequel nous avons recruté 8 poneys, donc tous des mâles âgés de 10 mois, pour lesquels nous les avons infectés individuellement par nébulisation avec une souche très virulente d'herpès virus CK1. Et suite à cela, tous les jours, nous avons fait un relevé des signes cliniques et nous avons également réalisé des écouvillonnages nasopharyngés et des prises de sang pour suivre la charge virale dans ces compartiments. Et le traitement a été donné à l'aide d'un pistolet drogueur et nous avons administré 6,5 mg par kilo de valganciclovir, donc 3 doses le premier jour, le jour de l'infection, et 2 doses de J+1 à J+21. Nous avons préparé le traitement de la façon suivante. Nous avons pris des comprimés de valganciclovir disponibles en pharmacie que nous avons mélangés dans du jus de pomme, qui a un pH très acide, pendant une nuit à 4 degrés, permettant une bonne dissolution du comprimé. Et ensuite, dans les pistolets drogueurs, nous avons réalisé un mélange de la compote et du volume nécessaire de valganciclovir pour administrer une dose de 6,5 mg par kilo. Donc c'est ce qui a été le cas pour le groupe traité. Et le traitement a été donné en guise de récompense suite aux différents prélèvements et à l'observation des signes cliniques. Et pour les poneys non traités, donc il y avait 4 poneys traités et 4 poneys non traités. Pour les poneys non traités, nous leur avons donné un traitement placebo constitué d'un mélange de compote et de jus de pomme. Donc tout d'abord, nous avons fait des analyses en laboratoire afin de voir si le fait de diluer le valganciclovir dans du jus de pomme n'altérait pas son efficacité. Et nous avons pu voir que, donc pour cela, nous avons dissous du valganciclovir dans du jus de pomme et d'un autre côté dans du PBS, qui est une solution tampon classiquement utilisée pour diluer des molécules antivirales. Et nous avons pu voir que diluer le valganciclovir dans du jus de pomme, tout d'abord, n'altérait pas son efficacité, en tout cas in vitro. Donc maintenant, je vais vous présenter les résultats des poneys non traités. Donc il y avait 4 poneys et ce sont des poneys qui ont été infectés mais qui n'ont pas reçu de traitement. Donc les graphiques ne sont pas trop lisibles, mais je vais vous les expliquer. Donc, tout d'abord sur le graphique A qui représente le score clinique. Donc tous les jours, nous avons évalué ce score clinique. Donc pour cela, nous avons regardé différents scores cliniques que sont la température, si les chevaux avaient présenté des décharges nasales, des décharges oculaires, s'ils avaient de la toux, nous avons regardé leur comportement, la taille des ganglions mandibulaires, ce qui nous a permis de calculer ce score clinique. Et nous avons pu voir que ce score clinique augmentait dès J+1, donc le premier jour après infection, et que nous observons une diminution visible à partir de J+10 à J+14. Par ailleurs, nous avons évalué la température rectale, donc en figure B, et nous avons pu voir que les chevaux présentaient de la température DJ+1, et ce, durant à peu près une semaine. Par ailleurs, nous avons évalué la quantité si les prélèvements nasopharyngés réalisés tous les jours étaient positifs en EHV1, donc par qPCR, et nous avons pu voir que l'ensemble de ces prélèvements étaient positifs de J+1 à J+20, et nous observons une diminution à partir de J+7. Nous avons fait exactement pareil pour évaluer la virémie, donc la quantité de virus dans le sang, et nous avons pu voir que cette virémie et que les 4 poneys non traités, donc les poneys contrôle, présentaient de la virémie à partir de J+3 à J+6, et ce jusqu'à la fin de l'étude J+21, avec un pic à J+7. Nous avons également pu voir que tous ces poneys étaient négatifs à herpès virus CK1-4, donc au niveau des décharges nasales et dans le sang. Par ailleurs, nous avons fait des tests de séroneutralisation et nous avons pu voir pour nos poneys traités et nos poneys non traités que l'ensemble de nos poneys faisait une bonne séroconversion entre J+10 et J+14, et l'ensemble de ces résultats nous confirme que l'infection de nos poneys a bien marché, ce qui confirme l'infection expérimentale. Donc ensuite, je vais vous présenter une partie des résultats des poneys traités. Donc je ne vais pas pouvoir vous présenter les résultats du traitement, car les résultats de cette étude sont en cours de validation par des pairs pour publication dans une revue scientifique, et j'espère pouvoir vous présenter les résultats du traitement dans une prochaine présentation. Mais sur cette diapo-là, ce que je voulais vous montrer, c'est que pour nos 4 poneys traités, pour lesquels nous avons administré du valganciclovir, nous avons regardé la quantité de ganciclovir retrouvée dans le sang tout au long de cette étude, et nous avons pu voir que la quantité de ganciclovir était supérieure aux concentrations efficaces médianes déterminées in vitro, ce qui confirme que l'ensemble de nos poneys traités ont bien absorbé le composé.
Alors maintenant, je vais passer aux conclusions et aux perspectives. Donc tout d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons réalisé la première étude expérimentale pour évaluer l'efficacité d'un traitement au valgancite virus Eka. Donc au préalable, deux autres études similaires ont été réalisées, une en Belgique et une aux États-Unis, et elles ont été réalisées pour étudier l'effet d'un traitement au valacyclovir qui n'a pas montré de résultats probants. Tout d'abord, nous avons pu voir que notre infection expérimentale a très bien marché, car nous avons vu pour l'ensemble de nos poneys des signes cliniques comparables qui étaient significatifs et qui correspondaient à une infection à herpès virus Eka1. Et nous avons pu voir que pour nos poneys traités, nous avons observé que les poneys ont bien absorbé le traitement. Enfin, nous avons observé suite à l'administration de valganciclovir, donc l'effet du traitement semble intéressant, mais n'ont pas été présentés ici car ils sont en cours de soumission et n'ont pas encore été publiés dans une revue scientifique. Et par ailleurs, nous espérons pouvoir optimiser le traitement sur la base d'associations de molécules, donc notamment avec les autres molécules que nous avons identifiées efficaces in vitro. Donc, efficace et en complément de la vaccination afin de pouvoir prévenir les formes graves de la maladie. Merci pour votre attention. Excusez pour la qualité médiocre des diaporamas et je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui m'ont aidé de près ou de loin à cette étude. Ok, merci beaucoup, Com. On a eu un petit problème de son là sur la fin de ta présentation, sur la conclusion en tout cas, c'était pas très audible. D'accord. Tu nous entends? Oui, je vous entends. Oui, voilà. Voilà, je pense qu'il faut faire peut-être attention au micro parce que il y avait pas mal de parasites. Donc on a compris que c'était quand même, on a quand même compris que c'était un traitement très intéressant et d'avenir, mais qu'on n'avait pas encore. En tout cas, on ne va pas être tous diffusés. Je pense qu'il doit y avoir des questions du public. Oui, tout à fait. Une première question. Pourquoi ne pas avoir réalisé cette étude sur des chevaux déjà positifs à HVE1 plutôt que d'infecter des poneys? Alors, une première réponse, c'est que nous avons préféré faire une étude sur des poneys que nous avons infectés nous-mêmes avec la même souche pour l'ensemble des poneys et la même dose. Parce que sur le terrain, si on utilisait si on prenait différents chevaux infectés par l'herpès virus Eka1, tout d'abord, il faudrait réaliser une réactivation du virus et nous ne savons pas si chaque cheval réagir de la même manière. Les souches qui circulent sur le terrain sont toutes différentes et induisent des symptômes tous plus ou moins différents. Et pareil, il aurait fallu trouver des chevaux idéalement d'âge et d'âge identique. Et là, nous avons pu avoir accès à des poneys qui avaient tous le même âge et qui étaient également négatifs à l'herpès virus Eka1. En fait, ces poneys n'avaient jamais rencontré ce virus au préalable, ce qui nous a permis d'être sûr que les signes cliniques observés étaient bien ceux induits par notre souche et pas par une, réactivation. Oui, tout à fait. Le tropisme cellulaire à l'origine des formes encéphalytiques est-il décrit? Ces formes encéphalytiques sont-elles dues à des souches particulières? Alors, il a été décrit en 2017 que les formes encéphalytiques étaient liées à une mutation au niveau du virus. Et que cette mutation pouvait induire le système, permettait de décrire la souche si elle était dite neuropathogène ou non neuropathogène. Bon, depuis ce temps-là, différentes études ont montré que ce n'était pas si simple et qu'on ne pouvait pas dire si seulement une mutation au niveau du virus permettait d'induire ces troubles nerveux. Donc ces troubles nerveux, on a aussi pu voir qu'ils étaient ils étaient également liés à l'individu. Donc on sait que des chevaux âgés et aussi des femelles étaient plus susceptibles à déclarer des formes nerveuses. Et le problème, c'est qu'il est très dur de reproduire ces formes nerveuses en infection expérimentale. Et au niveau de ces formes nerveuses, c'est lorsque le virus atteint les vaisseaux sanguins du système nerveux central. Et c'est là que ça pose problème.
je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble de la question. Si, je pense qu'il y a des données intéressantes. Je crois qu'il y a encore une question de Clotilde. Oui. Pourquoi n'avoir que des mâles et pourquoi que des jeunes? Alors nous n'avons pas choisi, c'est les seuls poneys que auxquels nous avions accès, car c'est des poneys qui appartiennent à l'INRA et les femelles sont déjà utilisées pour autre chose et nous n'avons pu avoir accès qu'à des mâles et pareil qu'à des jeunes parce que les chevaux adultes sont utilisés pour d'autres études. Donc c'était pas non plus un choix de notre part. Idéalement, il aurait fallu travailler sur des chevaux âgés, car plus les chevaux sont âgés, plus on a de chances plus on peut observer des formes nerveuses de la maladie. Une dernière question. À ce jour, les chevaux de course ont l'obligation d'être vaccinés contre l'HEV1. Pourquoi n'en est-il pas de même pour tous les équidés et plus particulièrement pour les chevaux de sport? C'est une très bonne question que je me suis également posée durant ma thèse. Moi, je n'ai pas la question parce que je ne suis pas je ne suis pas vétérinaire et je ne suis pas professionnel du sport hippique. Donc, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question. Je suis désolé. Mais c'est vrai que ce serait très intéressant de pouvoir obliger la vaccination pour tous les chevaux de sport afin d'avoir une meilleure couverture vaccinale et ainsi réduire la dissémination du virus. Je pense que c'est des choses qui se discutent en instance de filière et politique. Je pense que nous, en tant que soignants, côté vétérinaire, on est tous d'accord avec l'observation. L'épidémie récente combinée à l'épidémie précédente qui avait déjà donné lieu à pas mal de débats, je pense à renforcer cette idée dans les consciences. Il est tout à fait possible que la pression vienne du côté de la FEI, qui est gentiment en train de se diriger vers cette voie-là, même si c'est pas encore clairement établi. Après, c'est sûr que le cheptel français est assez important et que ça représente également un coût. Hein. C'est souvent l'argument qui est donné par les professionnels de la filière quand on a ces débats-là. Ceci étant, quand on se rend compte des coûts économiques associés à l'infection et voilà, je pense que encore une fois, c'est un débat où très clairement, il y a de fortes chances que à terme, la prévention soit plus efficace et il faudrait que ça rentre dans la réglementation. En tout cas, c'est mon avis et l'avis à la VEF. Et je vois qu'il y a un commentaire dans le chat disant que la réglementation vient d'être adoptée au Québec. Donc je pense les choses vont évoluer de ce point de vue-là.